Nous allons donc maintenant nous orienter vers la conclusion de ce symposium passionnant. Et donc, je souhaiterais que M. Cassuto, magistrat, aujourd'hui en poste à la Commission européenne, c'est bien cela ? Voilà, nous rejoigne. Et M. Couturier, s'il a pu nous rejoindre. Non, monsieur Couturier, s'il vous plaît, merci, qui est maître de conférence à l'université de Caen et qui a traité de ces questions avec beaucoup de sagacité, nous donne une conclusion que je n'ai strictement aucune qualité pour faire. Monsieur Cassuto, au niveau européen, on en parlait tout à l'heure de manière pratiquement voilée, est-ce qu'on a le même regard sur la question du secret chez les Allemands, chez les Anglais, chez les Italiens, chez les Espagnols, chez les Irlandais ? C'est tout l'intérêt justement de la dimension européenne, c'est qu'on pense à 28, voire même à 29, en tenant compte du droit. Parce qu'on peut penser à 29. On doit penser à 29, puisque le principe, dans les domaines de compétences de l'Union européenne, les deux principes qui s'appliquent, c'est la subsidiarité et... la proportionnalité. Je peux donner trois exemples, où il y en aurait d'autres, mais trois exemples importants qui montrent l'importance de réfléchir sur le secret de la difficulté. Vous savez que le 7 octobre dernier, l'Union européenne a adopté une directive sur le droit à l'accès à l'avocat pour les personnes suspectes ou accusées. Un des éléments qui a été au cœur de la négociation, c'était sur la confidentialité. Et il y a eu un débat très important au sein du Conseil d'une part et entre le Conseil et le Parlement d'autre part sur les limites à la confidentialité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des différences dans l'interprétation du caractère confidentiel de la relation entre le client et l'avocat. Et avant toute chose, sur la perception ou l'expression de ce caractère confidentiel. Certains États voulaient un principe dérogatoire, dans des cas certes limités, mais voulaient que ce principe soit inscrit dans le projet d'instrument. Et puis d'autres États disaient non, ça n'est pas possible, c'est consubstantiel, et donc on est dans un secret fort, absolu, consubstantiel à l'exercice des droits de la défense. Et finalement, la solution a été trouvée par un considérant qui rappelle que cet exercice confidentiel doit se limiter à l'exercice des droits de la défense. A contrario, il faut comprendre que lorsque l'avocat sort de cet exercice, eh bien, le caractère confidentiel de la relation peut disparaître, en l'occurrence lorsque l'avocat devient complice des infractions commises. Deuxième exemple, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est sur le secret des affaires. C'est une question qui a été soulevée en France. Il y a un rapport de M. Mouton, avocat général, un projet de loi de M. Carayon. Au niveau européen, il y a une réflexion, c'est dans le programme de travail de la Commission européenne, pour arriver à organiser la protection du secret des affaires. Et on se rend compte que parmi les États membres, eh bien, il n'y a pas 28 notions différentes du secret des affaires, mais il y a des grands pôles. Et au sein de ces différents groupes d'États membres, il y a des manières de le traiter qui sont encore différentes. Le secret protégé par le droit civil, le secret protégé par le droit pénal, le secret uniquement à caractère contractuel, la définition du secret qui peut exister dans quelques États membres, qui n'existe pas dans d'autres États membres. Et donc, si la Commission présente un projet, elle devra résoudre ces difficultés d'avoir des normes qui soient à la fois minimum et nécessaires et proportionnelles pour arriver à un objectif qui soit, en l'occurrence, renforcer la transparence du marché, la libre concurrence et en même temps protéger les intérêts des entreprises. Et puis, il pourrait y avoir d'autres aspects du secret qui pourraient être traités. Je ne vais pas les aborder, mais pour vous montrer simplement, effectivement, que avant d'évaluer, d'aborder, de légiférer, il faut évaluer les législations nationales pour essayer de voir les minimums communs et la compatibilité d'une définition dans une norme commune.
vous parliez d'une certaine nécessité de raisonner européen, c'est-à-dire d'essayer de déterminer des concepts communs. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois, de notre part, une forme de naïveté de ce point de vue-là ? Les rapports de pouvoir existent toujours, la concurrence entre États existe également. Est-ce que les États collaborent tous d'une manière parfaitement loyale dans ce cadre-là ? Je vais vous renvoyer au traité. Il y a 2 législateurs, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, qui jouent un petit peu le rôle de chambre haute. Il y a un Parlement européen élu démocratiquement. Il y a une commission qui a des pouvoirs. Et le tout fonctionne dans le cadre d'un traité qui a été ratifié par les peuples souverains européens. Et donc, voilà, tout cela est censé être un fonctionnement démocratique. Vous nous faites une réponse en palimpseste qui est tout à fait intéressante. Mais je crois par là que la dimension culturelle, on ne peut pas être ignorée. Les États membres veillent, et naturellement aussi, à leurs intérêts, et nous n'avons pas une culture commune aussi largement partagée que cela. Je pense au monde anglo-saxon, je pense au monde inspiré du droit romain, et donc du catholicisme, de la chrétienté à tout le moins. Tout cela est sans doute un peu plus complexe, si vous me permettez l'expression, et ce serait sans doute difficile de définir une notion qui soit parfaitement commune sur cette question, non ? C'est la difficulté a priori. Lorsque la norme est adoptée, elle devient la norme commune. Sur l'accès à l'avocat, le principe de la confidentialité a été adopté. Il s'impose sous l'extrême limite que nous connaissons en droit français. Le secret de l'avocat est absolu, sauf effectivement quand l'avocat cesse d'être avocat et qu'il devient coauteur.